suis Emmanuel de Kersmacher et je suis architecte. Philippe est un de mes anciens professeurs. Donc on se connaît depuis, je sais pas, 25 ans. Dès que j'ai terminé mes études, je suis allé entamer deux carrières. Donc une d'enseignant. Donc là, en ce moment, j'enseigne à l'OCI, donc la faculté de logiciel d'architecture et d'urbanisme. Et j'ai un bureau d'architecture en France. On a démarré un travail sur le logement modulaire, sur la réflexion de comment on va pouvoir habiter. Donc on parle d'habitat, ou au sens large plutôt d'habiter, puisqu'on va explorer, et le but c'est effectivement d'explorer le maximum de formes d'habiter qu'on puisse imaginer. Dans notre principe, on part sur des systèmes constructifs simples pour arriver à quelque chose qui a sa propre complexité. On fait une analogie à cet art de travailler à partir d'une feuille de papier et d'inventer toutes sortes effectivement de volumes. Ceux qui sont passionnés d'origami, effectivement, partent tout le temps exactement de la même chose toute bête, cette feuille, et ça fait des siècles effectivement que chacun cherche à découvrir de nouvelles formes, de nouvelles manières de les assembler. On a recherché donc à individualiser vraiment bien les logements. C'est pas tellement la question constructive qui est importante, c'est la question de pouvoir être sur un projet où il y a effectivement un avenir à découvrir tout le temps des choses nouvelles. Modulaire, c'est pas tellement lié à la question de la matérialité, c'est modulaire dans le sens où on va inventer des vies, des espaces construits qu'on va donc assembler. Nos grands-parents ou nos parents n'habitaient pas de la même manière que nous actuellement, et certainement que dans les 20 prochaines années ou plus, on aura encore de nouvelles façons ou manières d'habiter. Notre principe, c'est de faire une espèce de système, donc au départ hors contexte. Donc on crée entre guillemets un système qui a une certaine génétique. Alors, il a une certaine génétique, c'est-à-dire qu'on a derrière la tête qui va pouvoir forcément s'acclimater à certains endroits, et le maximum d'endroits possibles. Donc en termes d'urbanité, nous on est parti sur le principe qu'on allait se confronter à des endroits qui sont ingrats. Il était très important de pouvoir imaginer quelque chose de flexible et qui peut évoluer dans le temps. Être pérenne, c'est quelque chose qui va pas rester tel quel tout au long de sa vie, mais va avoir effectivement la capacité d'évoluer. C'est comme un être vivant. Donc pour moi, la durabilité, le terme il est un petit peu étrange parce que c'est plutôt le signe de quelque chose qui va constamment être en évolution. Et c'est comme ça d'ailleurs qu'il ne va pas mourir ou ne plus servir à rien. La base, c'est la pérennité de la structure. Toute la structure, la génétique du bâtiment est constituée de ces cadres. Et finalement, par la suite, on n'a pas de cloisonnage. Le cloisonnage vient par après. Donc finalement, on est sur un bâtiment qui va proposer des plateaux assez libres où on pourra imaginer des logements. Chaque logement, lui aussi, pourra proposer différents types de cloisonnage et différents types de vie à l'intérieur. C'est un peu comme du tri sélectif. Il faut pouvoir effectivement aller rechercher les éléments où ils sont pour pouvoir effectivement remplacer quelque chose par autre chose, tout en conservant le maximum de ce qu'on estime être nécessaire à un moment donné pour faire évoluer le bâtiment. On a proposé donc de travailler sur des matériaux bois. Et tout ce qui est l'enveloppe du bâtiment, ça va être ce que nous on a nommé la contexture. C'est-à-dire qu'à chaque fois que le bâtiment s'implante dans une région ou dans une autre, on va réfléchir à cette enveloppe. C'est-à-dire qu'est-ce qu'elle doit représenter ou avec quoi on va pouvoir la façonner. Si on se retrouve au milieu
de forêt, alors on sera sans doute plus à même à utiliser le bois. Si on est dans une région industrielle et qu'on veut que ça soit représentatif à l'économie locale, pourquoi pas utiliser un bardage métallique, et on peut imaginer des tas de choses. Le vide, alors dans notre projet, il y en a de deux natures. C'est-à-dire, on vient de parler d'urbanité, donc effectivement, c'est-à-dire trouver, je veux dire, une forme de densité qui associe des espaces vides, donc des espaces extérieurs, à des espaces construits. Donc ça, c'est à l'échelle, je veux dire, de l'implantation. Dans des contextes plus urbains, certaines choses ne pourront pas se retrouver à l'extérieur et vont devoir se reporter sur le bâtiment. Si on introduit donc des vides dans les assemblages, c'est l'opportunité de donner une fonction à ces vides. Ça peut être partagé par deux choses, des habitants qui donnent sur ce vide. Ça peut être des vides qui sont appropriés de manière collective parce qu'on va les trouver en toiture ou on va les trouver à la sortie effectivement d'une distribution d'escalier ou d'une coursive. Et donc ça peut avoir cette échelle-là d'être ensemble au niveau de l'ensemble de l'unité. Ces espaces vont pouvoir nous donner des lieux de vie intéressants qu'on ne retrouvera pas dans certains bâtiments classiques. Les challenges, les défis qui nous confrontent aujourd'hui sont très très importants, notamment retrouver l'équilibre dans notre atmosphère pour le carbone, trouver une façon de s'adresser à l'économie carbone en ce qui concerne la construction, parce que c'est une question qu'on a ignorée, qu'on a mise à côté en disant qu'on a un accès très très facile à l'énergie, à la matière. Or, ce n'est pas le cas. Vu les urgences de répondre à cette situation climatique, c'est aux architectes aussi de participer à la création d'autres systèmes constructifs. Le bois fait partie de notre piste de réflexion sur les matériaux biosourcés. Qu'est-ce qu'un arbre ? Pour les constructeurs, pour les architectes, c'est une imprimante complètement autonome qui utilise l'énergie du soleil, qui se nourrit par les ressources dans la terre, qui est recyclable à l'infini parce que le produit qu'il va nous donner, nous confier, on peut faire énormément de différentes choses avec et notamment construire des bâtiments même de très grande hauteur. Quand on commence à monter en hauteur, on est confronté à des défis techniques et structurels qu'on n'a pas dans les petites maisons et les bâtiments plus modestes. On a remporté un concours pour un tour en bois à Bordeaux qui dépassera 50 mètres de haut. Donc on travaille aujourd'hui avec les FCBA et d'autres institutions pour trouver les solutions par rapport au challenge sismique, par rapport au challenge de confort, parce qu'un bâtiment en bois est aussi beaucoup plus léger qu'un bâtiment en béton. Donc il est très très important de répondre à ces questions de qu'est-ce qu'on va sentir quand on est au 18e étage, est-ce que le vent va déplacer la structure, etc. Donc on a besoin de répondre à ces questions. Un projet qui était clé pour nous, c'était le projet que nous sommes en train de réaliser à Paris, à côté du périphérique. C'est un bâtiment qui est relativement important. Je pense que c'est probablement la plus grande opération tertiaire en France. L'innovation, c'était pas simplement parce que nous sommes les premiers d'utiliser cette méthode pour réaliser un bâtiment tertiaire, c'était aussi de savoir qu'on était capable de monter plus haut. Autre chose, c'était la nuisance générée par la proximité du boulevard périphérique avec 274 000 voitures par jour. La réponse était de concevoir ce qu'on appelle une façade en double pot ventilé, une façade techniquement capable de défendre le bâtiment contre les nuisances, l'apport calorifique et pas mal d'autres problématiques aussi. Mais ce type de façade n'a jamais été posé sur un bâtiment en bois. Donc c'était un vrai défi pour le constructeur, pour nous, de trouver les solutions pour répondre aux différentes normes et réglementations pour réaliser cette façade. On a toujours trouvé qu'il y avait une contradiction dans les façades dites intelligentes. On a à la fois besoin de défendre un bâtiment par rapport à l'apport calorifique, c'est-à-dire d'éviter l'effet de serre dans un bâtiment avec trop de soleil, trop de chaleur qui se développe et qui est encaissée à l'intérieur du bâtiment. La réponse aujourd'hui, c'est de mettre des brilles soleil, des protections solaires à l'extérieur et motorisées. Et on a
on s'est dit il y a une contradiction. Pourquoi motoriser un dispositif à l'extérieur du bâtiment? Or, on essaie de conserver l'énergie, donc d'utiliser moins de climatisation. Donc notre réponse était d'essayer de trouver la matière à mémoire de forme capable de répondre comme une plante pouvait répondre avec ses feuilles, etc., qui répondent aux conditions atmosphériques, et de trouver une substance, une matière à mémoire de forme capable de défendre le bâtiment contre l'apport calorifique comme une feuille. Et on est tombé sur le bilam, donc un produit qui est connu par les industriels, etc. On les retrouve dans toutes les machines qui produisent le café, les fers à repasser, etc. Beaucoup de choses contiennent déjà les bilams et on essaie de les appliquer sur les façades pour que, en fonction de changement de température, la façade va répondre, va se défendre automatiquement sans avoir un apport énergétique supplémentaire. Et ça fonctionne très bien, ça fonctionne très bien. La difficulté, c'est d'assurer la pérennité de notre dispositif en façade. Les arbres ont l'avantage de perdre leurs feuilles, donc ils jettent leurs feuilles, ils remplacent les feuilles une fois par an. On ne peut pas demander à un bâtiment, malheureusement, de remplacer la façade chaque année, ce qui est dommage.